bienvenue à tous dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais dans la bonne humeur qui nous caractérise dans l'émission. C'est le début aujourd'hui de la saison 7. Qui l'eût cru lorsque, pendant une pandémie mondiale, nous avons lancé ce podcast que nous nous retrouverions là pour le 59e épisode, donc le 60e la semaine prochaine. Voilà, je sais compter jusqu'à 60 et donc je suis ravi de vous retrouver ainsi que mes acolytes Audrey et Nindia. Comment allez-vous d'ailleurs? Passez de Très bonnes bien. vacances? Très bien. Formidable. Donc, pour ma part, je suis Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis passé par Disney, par Ledger, et on en reparlera dans un instant. Maintenant, je suis exécutive mentor à destination principalement des directeurs juridiques, des avocats, des équipes juridiques pour qu'elles développent leur leadership, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je suis aussi, au-delà d'être cofondateur de ce podcast, le cofondateur avec Audrey ici présente du Fleet Network pour French Lawyers in Tech en français dans le texte, qui est un groupe, voilà, un network qui eh bien, regroupe tous les juristes de la tech française. Et on vient de passer le cap des 600 membres. Voilà, nous pouvons vous l'annoncer sur ce Club Sandwich de rentrée pour cette 7e saison. Donc, comme je vous disais, pour mener à bien cette émission, eh bien, nous sommes 3 chroniqueurs. Donc, je suis d'abord accompagné de Audrey, dont je viens de parler. Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques, fiscales pour le recrutement, aussi bien en start-up que dans les groupes du 440, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Audrey, donc, c'est bon, de bonnes vacances, tu reviens, tu es à fond, ready to go. Aujourd'hui Attention, pour la Audrey, suite. approche-toi bien. Tu disais, Je pardon? me penche du coup très très proche du micro, donc ravie de vous retrouver tous et d'avoir notre super invité Eric, hâte de parler de ça. Et aujourd'hui pour ma chronique, je vais vous parler de investir sur soi. Formidable. Et je vais t'offrir un superbe micro de podcasteuse. Ça va être extraordinaire pour le look. Et j'ai aussi ici avec moi Lyndia Le Sauvage. C'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Elle accompagne les directions juridiques, mais aussi des directions diverses et variées dans l'entreprise. Elle ne se limite pas aux juristes, qu'elle connaît pourtant très très bien, je tiens à le préciser. C'est une experte du modèle de ProcessCom et elle anime une formation exceptionnelle. Je peux dire exceptionnelle parce que j'y ai moi-même assisté il y a bien longtemps, mais ça ne se voit pas, au Théâtre des Variétés. Et c'est une formation exceptionnelle de prise de parole en public que je vous recommande chaudement. Elle accompagne aussi en média training toute personne qui doit prendre la parole sur des interventions à fort enjeu, que ce soit des interventions dans des salles, dans des groupes ou même à la télévision. En tout cas, elle est voilà, coach aussi en média training. Lindia, comment vas-tu? Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 7. Ravie d'accueillir Eric aujourd'hui. Et le sujet de ma chronique, le sujet du jour, ça va être pitch honnête ou malhonnête. OK, tout un programme. Alors donc, on en a parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, nous avons Éric Larchevêque. Éric, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de te retrouver. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir dans le Famous Legal Club Sandwich. Enfin, je vais pouvoir danser, chanter tout en faisant du juridique. Là, c'est super. Je suis ravi. Absolument, et ça fait plusieurs années que je travaille, Eric, et je suis content bien qu'il vient d'avoir 50 ans, nous y sommes enfin, Eric. Donc, peux-tu Ouais. juste te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, Éric Larchevêque, 50 ans, je viens juste de les fêter. Je suis avant tout entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise en 1996, j'en ai fait une dizaine et je suis surtout connu pour avoir cofondé Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité pour crypto-actifs, hein. On fait des coffres-forts pour protéger des cryptos comme le Bitcoin. Ledger est une licorne française et je suis aussi investisseur. J'ai investi dans une cinquantaine d'entreprises. Et le grand public me connaît principalement par l'intermédiaire de Qui veut être mon associé, dont je suis en train de tourner la quatrième saison. Pas encore la Génial, donc septième, hein, mais c'est la quatrième saison de Qui veut être mon associé. Là, on tourne je et vois bien. on a notamment Tony Parker qui s'est joint à nous au niveau des panels d'investisseurs et diffusion normalement en janvier, février 2024.
Génial, je suis trop contente. On te retrouve. Tu es vraiment voilà, celui qui traverse les époques, donc qui veut être mon associé. Quatrième saison pour toi. Top nouvelle. Alors, du coup, aujourd'hui, quel message tu as envie de faire passer aux auditeurs de Legal Club Sandwich? Bah, en fait, c'est un message qui se destine principalement aux entrepreneurs, aux toutes personnes qui doivent gérer leur business, donc aussi, pourquoi pas, des avocats, des juristes qui sont aussi responsables de leur propre business. Et donc, ce conseil, Pierre, c'est de serrer les fesses. Alors, serrer les fesses, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en ce moment, on vit une époque quand même économiquement compliquée, c'est difficile. Il y a une récession, il y a un ralentissement économique. Pour les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, c'est difficile de trouver de l'argent parce qu'il y a une baisse des liquidités. Et d'une manière générale, si en 2020, 2021, ça a été un petit peu la folie au niveau des levées de fonds, de l'accélération de la croissance, où on pouvait avoir accès à beaucoup de liquidités, des capitaux pour financer de la croissance à n'importe quel prix, aujourd'hui, on retourne et on doit retourner vers le bon sens épicier de favoriser ses marges, de vraiment faire un business sain, bâti sur de la rentabilité, qui sont des notions qu'on avait eu tendance un petit peu à oublier ces dernières années. Et donc, se serrer les fesses, ça veut dire attention, il faut protéger le cash, il faut faire très attention à tout ce qui nous entoure, être vraiment à l'écoute du marché, pouvoir réagir rapidement parce que personne ne viendra vous sauver avec des investissements qui tomberont du ciel. Donc, c'est vraiment le moment de faire preuve de résilience et de bon sens épicier. Voilà, je pense que c'est ça le message que je veux faire passer parce que il y a évidemment des opportunités dans toute crise, mais pour en profiter, encore faut-il être capable de passer, de survivre. Et donc, il faut protéger sa marge, augmenter ses prix, vendre au vrai prix, et puis construire tout doucement en fait son entreprise avec patience, résilience, et ce sera de cette manière en fait qu'on pourra passer ces quelques années difficiles parce que je ne pense pas que ce soit encore fini. On ne va pas repartir dans une croissance à tout rompre dans les mois qui viennent. On va quand même avoir encore, je pense, quelques années très compliquées. Donc voilà, on rentre dans un moment difficile et donc serrons les fesses tous ensemble. Formidable. Eh bien, écoute, je suivrai ce conseil à la lettre, Eric. Et du coup, bah, tu es maintenant ce qu'on pourrait qualifier de serial entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours d'entrepreneur? Tu as parlé de 10 sociétés créées, c'est incroyable. Donc, on t'écoute. Dis-nous en plus. Alors, j'ai commencé alors que j'étais encore étudiant. Ma première entreprise, je l'ai créée en 1996. C'était le début d'Internet et j'ai vu c'était une opportunité incroyable. Et donc, on a créé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une sorte d'agence web. Et c'était vraiment le tout début, hein. Personne connaissait l'Internet et on devait expliquer ça comme un Minitel qui va vite et en couleur. Donc, ça doit parler peut-être à certains des auditeurs qui ont connu cette technologie. Et on a fait ça pendant 2 ans. Ensuite, on s'est dit que le service, c'est bien, mais c'est quand même compliqué de construire, de grandir. Il faut mieux faire du produit. Donc, on a créé une autre entreprise qui était plus dans la monétisation, l'affiliation, la gestion de contenu qui s'est vraiment développée. Ça s'appelait Montorgueil. On est arrivé au bout de 2 ans à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était une belle entreprise qu'on a créée et qu'on a développée sur fonds propres, que j'ai fini par revendre en 2007 un peu plus de 20 millions d'euros. Donc, c'était ma première exit. Mais en 2002, je suis parti en Roumanie pour aller créer en fait une filiale offshore de cette entreprise pour recruter des développeurs, des graphistes, parce que c'était un peu la mode à l'époque d'aller trouver des ressources dans les pays de l'Est. J'en ai profité là-bas pour développer aussi un certain nombre de projets immobiliers. Donc j'avais créé là-bas une boîte d'investissement et de gestion immobilière. Je suis resté en Roumanie jusqu'en 2005 et après j'en ai eu assez parce qu'au niveau social, je m'ennuyais un petit peu. Et en 2005, je suis allé en Lettonie parce que là-bas, il y avait une croissance très forte des pays baltes. On appelait ça les tigres baltes à l'époque. Et donc, pays d'opportunité, pays de cocagne, j'y suis allé. J'ai fini par développer là-bas un hôtel qui s'appelle Dodo Hotel, qui existe toujours, qui a une centaine de chambres. C'était un projet assez intéressant puisque j'y connaissais absolument rien et donc j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, j'ai commencé une petite carrière de joueur de poker qui a duré 2 ans où j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde. Je me suis fait un petit nom, mais au bout d'un certain temps, je commençais à tourner en rond. C'était assez compliqué. Mentalement, c'est très difficile d'être joueur de poker. Donc en 2010, je suis rentré à Paris. J'ai créé Prixing, qui est un comparateur de prix, une application pour scanner des codes barres des produits de la grande conso et voir où acheter
au moins cher. On a levé des fonds, on l'a développé. En 2013, 3 ans plus tard, je me suis dit que bon, c'était pas mal, on y arrivait un petit peu, mais j'arriverais pas à faire une licorne avec ce truc parce que je voulais quand même créer une grosse boîte et ça, c'était un peu poussif. Donc, on l'a vendu et c'est à ce moment-là que j'ai croisé la route du Bitcoin. Et une fois que j'ai compris de quoi il s'agissait, je me suis dit que c'était une opportunité incroyable. De la même façon que j'avais vu en 96 Internet comme opportunité, je me suis dit que Bitcoin, c'est la même chose. Il faut que je consacre mes prochaines années à cette technologie, mais je ne savais pas quoi faire exactement. Donc j'ai ouvert la maison du Bitcoin à Paris pour créer des opportunités, hein. Le business model, c'était on espère qu'il va se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose puisque grâce à la maison du Bitcoin, on a croisé la route de deux autres entreprises, l'entreprise de Joël Pobeda et de Nicolas Bacca. Et pour la faire courte, on s'est bien entendu, on a décidé de se réunir, de fusionner les trois entreprises, et ça a donné Ledger, qui est aujourd'hui donc une licorne et leader mondial des solutions de sécurité. Une partie des actifs qu'on avait créés de la maison du Bitcoin a ensuite donné CoinHouse, qui est aussi le leader français en fait des brokers pour accéder aux cryptos, pour en acheter, pour en vendre. Et j'ai gardé la direction de Ledger jusqu'en 2019, hein. Ledger s'est bien développé au total. Je pense qu'il y a eu presque 500 millions d'euros de fonds qui ont été levés pour développer l'entreprise. Et à partir de 2019, je suis revenu à la campagne en Sologne pour avoir une slow life, me reposer un petit peu. Et donc là, j'ai développé AlgoSup, qui est une école de développeurs informatiques en 5 ans. J'ai développé aussi le Bcube Village by CA, qui est un incubateur de start-up situé à Vierzon. Et puis, j'ai développé le domaine L'Archevêque, qui est donc un très beau domaine situé en Sologne, dans lequel je fais des séminaires pour les entrepreneurs et pour vraiment développer son business. C'est des masterclass, des masterminds. On va passer 2 jours ensemble à vraiment essayer de tout décortiquer, d'avancer et de booster. Le tout dans un environnement superbe et vraiment dédié à la fois au travail, mais aussi à la nature. Et c'est vraiment là l'activité sur laquelle je suis en ce moment le plus impliqué. Puis bien sûr, il y a cette petite carrière de télé avec Qui veut être mon associé et bientôt une nouvelle émission qui sera diffusée peut-être d'ici la fin de l'année sur M6 qui s'appelle Le job de ma vie. Et là, on sera plus dans la partie, on va dire, retrouver du sens dans le travail. J'ai visité le domaine L'Archevêque, les amis. Je peux vous dire, si vous avez un séminaire, c'est it's the place to be. C'est magique. Voilà. Et on Ça, vous a mis du coup dans le chat aussi le lien vers justement le site d'Eric avec toutes les activités Eric. Donc si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à aller voir le site. alors, Linda, tu es sur mute, mais je sens que tu as une question. Et oui, j'ai une question, excusez-moi. Eric, comme on vient de l'entendre, tu as eu de grandes réussites, cette licorne, Ledger et tout ça. Enfin, voilà, maintenant tu es investisseur. Pourquoi ce choix, en fait? Tu aurais pu aussi te reposer un peu, non? Alors, bah, c'est justement parce que je voulais me reposer que je suis devenu investisseur. Parce que de toute façon, je n'allais pas partir à la retraite, hein. Il fallait que je m'occupe, mais je n'avais pas l'envie ou l'énergie pour me relancer vraiment dans une nouvelle aventure entrepreneuriale extrêmement forte, comme créer une licorne et avoir des énormes ambitions, parce que c'est extrêmement difficile, hein. Enfin, je sais quelles ont été les souffrances, les sacrifices, les difficultés, et sincèrement, j'ai pas envie de recommencer. Et donc, je me suis dit que pour continuer à entreprendre, mais sans entreprendre, le mieux, c'est d'entreprendre avec les autres et donc d'investir, de suivre des entrepreneurs, des entreprises et de vivre en fait par procuration cette aventure entrepreneuriale. Et je suis arrivé à un âge maintenant où j'ai envie de transmettre. C'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de transmettre mon expérience, de prendre plaisir à pouvoir aider les autres à se développer parce que c'est extrêmement gratifiant de pouvoir transmettre des choses et faire gagner du temps aux entrepreneurs, essayer de les mettre sur la voie, de les accélérer. Et quand on arrive à créer des étincelles de la réussite, eh bien, ça c'est très, très satisfaisant. Et donc, de cette manière, ça me permet de rester actif, de continuer à étancher ma soif de curiosité, parce que je suis très curieux, j'aime faire plein de choses différentes, et tout en laissant travailler les autres, parce qu'à la fin, quand même, ceux qui bossent, c'est les autres, et moi, je reste tranquille dans mon domaine de Sologne à avoir ce que j'appelle cette slow life qui est aujourd'hui, pour moi, vraiment très importante. Je te Et comprends. on avait une question.
Ah, Pierre, tu voulais dire Ah non, quelque je chose? disais, je comprends tellement Eric parce que j'ai pris la même décision à 50 ans quand j'ai arrêté de me dire c'est bon, c'est sympa la work-life après l'expérience Ledger et que maintenant voilà, je coach, pareil, j'arrive, je m'en vais, j'arrive, je m'en vais. Je suis à Biarritz là aujourd'hui, slow life. Je te comprends Eric. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de dire ça. Moi, j'ai une question à te poser, Eric. Audrey, Audrey. Ah, je me rapproche encore du micro, pardon. Eric, j'avais une question à te poser parce que tu as investi dans beaucoup de sociétés. Tu nous parlais d'une cinquantaine de sociétés. J'imagine que tu as eu un choix à faire justement. Comment est-ce que tu choisis les sociétés dans lesquelles tu investis? Alors, je suis un investisseur qui va aller sur ce qu'on appelle le early stage, hein. La plupart du temps, c'est Mhm. des entreprises qui sont en développement, qui n'ont pas déjà des années et des années de bilan et de produits et de preuves. Donc, on est moins sur une analyse financière et plus sur les analyses de signaux faibles, un peu d'éléments intangibles et principalement, finalement, la personnalité et la qualité des porteurs de projets. Je vois des centaines et des centaines de pitchs. Et dans Qui veut être mon associé, par exemple, chaque saison, on en voit 50, 100, et on doit prendre des décisions extrêmement rapidement, puisque donc le tournage de l'émission est complètement réel, hein. On ne connaît rien des entreprises à l'avance, on les découvre en même temps que le téléspectateur, et ça va durer 30, 45 minutes, parfois 1 heure, hein, le tournage. Ensuite, c'est monté, c'est un peu plus court. Et donc, on doit prendre des décisions rapidement. Et je fais donc énormément confiance à mon instinct, à l'analyse, ce que j'appelle les signaux faibles du porteur de projet ou des porteurs de projet. Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils connaissent leurs chiffres? Est-ce que lorsqu'on les challenge, ils réagissent de la bonne manière? C'est-à-dire, ils vont pas être sur la défensive, ils vont pas s'énerver, mais ils vont plutôt expliquer. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils ont cette capacité de convaincre? Et surtout, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec eux? Parce que ça va être ça la clé de la réussite future, c'est de passer du moment agréable, comme je suis en train de le faire avec vous, et donc de prendre du plaisir. Et si en face, je sens pas les gens en me disant, oula, ça va être chiant, ou on va pas se comprendre, ou alors c'est bizarre, il y a un truc que je comprends pas qui va pas, j'irai pas. Et donc, je pense que 80% du chemin dans l'analyse des dossiers, en ce qui me concerne, en tout cas pour le early stage, c'est vraiment le fit et le feeling que je vais avoir avec les porteurs de projet. Et dis-moi, j'ai l'impression en regardant l'émission qu'il y a tout ce que tu dis, et puis tu as eu parfois aussi des coups de cœur, des choses, c'est même pas. Et ça, dans la vie d'un entrepreneur, ça se produit aussi d'avoir cette espèce de tout d'ainement, ben, c'est peut-être pas très logique, mais j'ai le coup de cœur. Bien sûr, on a effectivement des coups de cœur et il faut savoir que mon processus de décision, parfois jusqu'au dernier moment, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire, je me rappelle, pour prendre l'exemple de Frédéric Douin, qui est un segment qui est un petit peu marqué, c'était un libraire qui était venu proposer son projet de sauver 1 million de livres. Donc, on n'est pas du tout dans le projet entrepreneurial et donc dans les chiffres, etc., mais plutôt dans une espèce de projet de vie. Au début, je voulais vraiment pas y aller, ça m'intéressait absolument pas. Et plus ça va, plus il m'a convaincu. Et jusqu'au bout, je savais pas. Et donc, à un moment, il y a une sorte de magie qui opère, qui se crée, qui peut se faire, je pense aussi que parce que c'est le format spécifique, hein, de Qui veut être mon associé, qui fait qu'à la fin, je vais y aller, je l'ai suivi. Et puis maintenant, ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'on travaille ensemble, que je l'aide à se développer. Il était à mon anniversaire. Et puis voilà, il continue, il développe son projet et c'est super. Et ce sont des beaux moments et qui permettent de donner vie à des projets qui, d'un point de vue purement financier ou logique, bah, ça marche pas. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi et que on perd l'argent parce que il y a quand même un vrai fond et on peut découvrir de ce côté-là en se laissant la possibilité et le choix d'ouvrir, eh bien, de se laisser tenter et aller vers des bonnes surprises. Alors, bon, évidemment, hein, c'est Legal Club Sandwich, donc moi, j'ai une question à te poser. C'est au-delà de ces coups de cœur, quand on investit, quand on est investisseur, quels seraient tes conseils? À quoi faut-il faire attention? Tu sais que nous, les juristes, on aime bien toujours savoir à quoi il faut faire attention pour conseiller au mieux les gens qu'on accompagne. Alors, bah, c'est très clair que par exemple, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le principe de l'investissement, on rentre dans la phase d'audit et due diligence. Et là, il faut vraiment faire attention à tous les points. Alors, évidemment, plus une entreprise est jeune, inexistante et part du projet, moins la question se pose. Et donc là, on va plutôt faire des due diligence sur les gens eux-mêmes. Donc là, c'est moins juridique, mais un peu plus interpersonnel. Par contre, une entreprise qui arrive, qui a déjà 1 an d'activité, qui dit est-ce qu'elle a bien déposé sa marque? S'il y a un brevet, est-ce qu'il existe? Est-ce que les conditions générales du site sont en place? Enfin, il faut vraiment vérifier l'ensemble des choses parce que les due diligence vont avoir un rôle qui va être non seulement de s'assurer que
on nous a pas dit n'importe quoi et que le chiffre d'affaires est réel, que les employés sont là, qu'il y a des vrais contrats de travail, que les brevets existent et que les propriétés intellectuelles, etc., est bien gérées, mais aussi de mettre le doigt sur des problématiques qui n'ont pas encore été vraiment validées. Par exemple, les conditions générales de vente, il y en a peut-être même pas. La politique de confidentialité, le RGPD. Enfin, et donc, on regarde, et c'est pas pour trouver des raisons de ne pas investir parce que les points n'ont pas été gérés, mais plutôt de se faire une sorte de liste de covenants en disant, OK, on investit, par contre, voilà, il y a ça, 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 et ensemble, on va avancer pour les mettre au carré et donc avoir une bonne visibilité parce qu'une fois qu'on va mettre de l'argent dans l'entreprise, une fois en plus, si c'est dans qui veut être mon associé qui va passer à la télévision, qui va avoir un coup de projecteur sur ce qu'elle est en train de faire, on a plutôt intérêt à valider tous les aspects juridiques, qu'il n'y ait pas de surprise ou de rat mort planqué au fond d'un placard. Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc dans tous les investissements que je vais faire, il y a une phase importante et qui peut être plus ou moins longue de due diligence, de vérification et de mettre le doigt sur tous les problèmes qui peuvent être présents pour les résoudre ensuite dans les mois qui vont suivre l'investissement. Et c'est très vrai ce que tu dis, c'est que trop souvent, on se dit, ah là là, mais ils cherchent que les problèmes. Non, l'idée, c'est on trouve les problèmes pour les connaître, on les liste et après on les organise par ordre de priorité, mais simplement, voilà, on sait ce qu'on est en train d'acheter, enfin, d'investir, donc on est en train d'investir et après on fait appel aux excellents avocats et juristes qui nous écoutent pour aider à les résoudre le cas échéant. Alors, Eric, est-ce que pour les futurs investisseurs qui nous écoutent, est-ce que tu dirais que la priorité, c'est juste de bien manier des chiffres? Alors, moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pas le. Alors, j'ai sûrement un instinct d'épicier pour comprendre un petit peu les choses et voir. C'est vrai que dès que je rentre dans un restaurant, je compte le nombre de tables, de couverts, de trucs, je multiplie par le prix moyen, je sais, etc. Et quand quelqu'un va me parler d'un business et qui va me dire, je fais tant de chiffre d'affaires et puis au bout d'un an, c'est ça, puis j'ai tel niveau de rentabilité, je vais tout de suite, ah non, tu me racontes n'importe quoi. Donc, je comprends les chiffres et c'est un élément effectivement un peu essentiel de bien comprendre de quoi on parle d'une manière générale. Par contre, je sais mal lire un bilan, je sais pas faire des analyses de techniques, de valorisation, etc. J'ai pas du tout, en fait, une culture du chiffre comptable ou financière qui soit importante. Parce que pour moi, un investisseur, c'est avant tout quelqu'un qui va faire le pari sur un projet, sur des entrepreneurs et qui va pouvoir les aider à les amener là où ils doivent aller. Et là, on n'est pas du tout dans la culture du chiffre, on est vraiment dans la compréhension du marché, la compréhension du produit, sur des décisions stratégiques importantes, sur les recrutements, sur euh, l'ensemble en fait de la capacité des entrepreneurs et porteurs de projets à pouvoir être cohérents. Et donc, il y a beaucoup plus de soft skills, de savoir-être finalement, que de savoir compter. Euh, et, je- et là, bien sûr, on est quand même plus, encore une fois, dans le early stage, hein, quand on est dans le private equity ou les investissements sur des entreprises cotées en bourse. Là, c'est une autre histoire. Mais dans les investisseurs plus business angels, hein, qui sont donc, qui arrivent au début, la notion de compréhension du savoir-être pour pouvoir aider les entrepreneurs à mieux bosser, à comprendre les problématiques, à s'assurer que les relations entre les associés sont les bonnes, qu'ils vont avoir les bons réflexes lorsqu'ils vont recruter des personnes, ils vont savoir déléguer, est-ce qu'ils se font confiance à eux-mêmes, quelles sont leurs valeurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions qui petit à petit vont se poser, qui sont beaucoup plus du domaine, donc des soft skills, hein, de ce qu'on appelle les soft skills en général, le savoir-être en français, que de l'analyse financière, statistique et du tableur Excel. Si ça, c'est important, c'est peut-être que 20% du boulot en ce qui me concerne lorsque je vais faire un investissement et commencer vraiment à rentrer dans le dur. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que déjà nous on adore parler du savoir-être, enfin on en parle quasiment à chaque émission. Donc le fait que tu en parles aussi sur des sujets aussi importants que l'investissement et où les chiffres, en tout cas du commun des mortels, on trouve que c'est extrêmement primordial, bah justement ça ramène aussi de l'humain du coup dans ce côté investisseur et c'est très intéressant. Donc merci pour ce partage très honnête du coup et transparent là-dessus. J'avoue que je vais faire ma curieuse, mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que tu aurais des anecdotes, parce que au Legal Club Sandwich, on adore les anecdotes, est-ce que tu en Ouais. aurais sur l'émission à nous raconter? Des trucs un peu croustillants là, juste entre nous.
Ouais, bien sûr. Alors, bon, croustillant, je sais pas, parce que il se passe pas de choses croustillantes, à part les dérapages d'Anthony Bourmont, dont je ne peux faire écho Ah, à cette antenne, sur cette antenne. Non, quelques anecdotes. Je peux en raconter une déjà pour commencer, qui était le début. En fait, initialement, j'avais rien à faire, hein, dans le casting de qui veut être mon associé en tant qu'investisseur, parce que j'étais pas connu du grand public. Mais j'ai rencontré un peu les producteurs par hasard et j'ai mis le pied dans la porte. Et j'ai un peu insisté, leur expliqué pourquoi je vais faire l'émission. Et donc, à force de persévérance, ils ont fini par me mettre en fait en tant que remplaçant. Ils ont dit, Eric, t'es gentil, on t'aime bien, mais personne te connaît. En plus, t'es dans la crypto, laisse tomber pour expliquer ça sur M6 à Madame Michu. Mais si jamais quelqu'un est malade, ou il y a un problème, vu que c'est des productions qui coûtent assez cher, il faut qu'on ait un spare. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut te proposer. Ben, je dis ok, pas de problème, bien sûr, avec plaisir. Et donc je me suis ramené lors des essais et j'ai eu l'occasion un peu de montrer sur un test, bah, comment je me comportais et ça s'était plutôt bien passé, donc ça les a rassurés. Mais ensuite, surtout, un jour, ce qui s'est passé, c'est que Marc Simoncini, hein, qui fait partie du programme, la veille du tournage, bah, qu'est-ce qu'il fait? Ce con, il va manger des huîtres. Il mange des huîtres. Forcément, le lendemain, il est malade comme un chien. Il peut pas venir tourner et je reçois un coup de téléphone à 6 heures du matin. Eric, faut que tu viennes. Pas de problème, j'arrive. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment pu mettre le pied dans l'émission. Là, montrer un petit peu mon style, ce que je pouvais apporter, et ça a beaucoup plu, donc à M6, ils ont trouvé ça chouette en tout cas. Et donc ensuite, ils m'ont donné un peu plus de temps d'antenne, et c'est pour ça que sur la première saison, j'ai fait 50% en fait, des cas et qu'on a commencé à me voir. Et après, bon, bah, ils ont décidé de me garder en tant que titulaire. Mais voilà, il y a eu cette histoire d'huître Énorme. qui a fait C'est que génial. je suis là. Donc souvent, ça tient qu'à un cheveu et c'est pas moi qui ai pourri les huîtres, hein. Je sais ce que là, je me déplace parce que voilà, j'ai le soleil. C'est pas moi qui ai pourri les huîtres. C'est vraiment voilà. Parfois, il faut de la chance, mais il faut aussi de la préparation parce que j'étais arrivé préparé et c'est comme ça aussi que ça a bien fonctionné. Une autre anecdote, là, plus sur un tournage, c'était en saison 3. À un moment, il y a une boîte de technologie qui est venue nous présenter une sorte de système d'avatar. Ils nous prennent en photo avant, un peu de toutes les coutures, et ils construisent un avatar en 3D pour nous représenter. Et ils ont commencé à montrer ça, en fait, le résultat de leur technologie. Parce que le but, c'est ensuite, quand tu es en ligne et que tu veux acheter, je sais pas, bah, je veux m'acheter des boucles d'oreilles, bah, voilà, je peux tester mes boucles d'oreilles directement sur moi en ligne et voir comment ce que ça rend. Et le rendu était tellement ridicule avec les coupes de cheveux, les machins, les trucs. Anthony Bourbon en beau gosse de supermarché. Enfin, c'était terrible que moi, j'en pouvais plus et je suis parti d'un fou rire qui était inextinguible. Et donc, au début, c'était rigolo parce qu'on rigole, machin, tout le monde rigole, mais ça a duré très longtemps. Et, et donc, l'autre, il essayait de faire son pitch parce qu'il était quand même là pour nous présenter son continuez, ouais. projet. Et il parlait, moi j'éclatais de rire, et c'était terrible. Et à la fin, je voulais arrêter, j'avais honte, mais je n'arrivais pas à me contrôler. J'étais en sueur, je pleurais, et donc voilà, ça s'est transformé. Ce qui était très drôle au début s'est transformé un peu en enfer parce que j'étais en train vraiment de faire chavirer complètement le pauvre gars en face qui n'arrivait pas à pitcher. Et, euh, et donc j'ai vraiment dû me faire violence. Limite, j'ai essayé de m'étouffer, de m'étrangler pour arrêter de rire. Parce que quand il y a un truc comme ça qui te prend, c'était même pas arrivé depuis des années. Bah là, tu peux plus t'arrêter. Et par contre, après, pendant une semaine, qu'est-ce que je me suis senti bien, le rire. Voilà, le fait de rire comme ça, comme un fou, ça fait vraiment du bien. Donc je pense qu'il faut. Vous avez bien raison de bien rigoler lors du Legal Club Sandwich parce que le rire, ça fait du bien. D'ailleurs, je vous engage tous à regarder l'émission avec Laurent Tarry du Legal Club Sandwich, où pendant à peu près les 10 premières minutes, effectivement, vos trois animateurs ici présents ont été pris d'une crise de fou rire. Et c'est dramatique parce que c'est l'invité lui-même qui a repris le contrôle de l'émission, puisqu'il n'y en avait pas enfin, aucun de nous trois n'arrivait à avancer. C'était une horreur.
Et il y a une raison pour ça qu'on explique dans l'émission à la fin, mais je vous laisse la regarder. Voilà, et effectivement, et là encore, ça n'a duré que 10 minutes. Donc, quand je t'ai vu live, enfin, quand j'ai vu l'émission à la télé, j'étais mort de rire parce que je repensais à notre truc. Je me dis, mais comment il va s'en sortir? Parce que nous, ça a été. Ouais, c'est très dur, c'est très dur et c'est horrible. Voilà, quand c'est incontrôlable, c'est incontrôlable, quoi. Ça Incontrôlable. nous Et on donne voyait envie cette de, pauvre. Pardon, ça nous vas-y. donne envie de voir le replay de cette émission, Eric. Ouais, je sais pas T'as si pas c'est encore vu? en ligne, mais ouais, Ah, Ah c'était non, saison 3. mais tu peux le trouver, je vais te le trouver parce que c'est sur le net ah et tout. ouais, oui, bah oui, À on a mourir envie, de on a rire. envie de voir. C'est à mourir de rire. Et ben, on va peut-être passer aux chroniques on reviendra vers toi, Eric, tout à l'heure. On va laisser nos Yes. auditeurs poser les questions dans le chat. Et donc, on va commencer tout de suite avec Lindia, si je ne m'abuse, qui va donc nous présenter ça. Vous voyez, je gagne du temps, le temps de trouver le jingle de Lindia. Et c'est parti, chronique de Lindia. Honnête ou malhonnête? Lindia, On ne m'entend pas? On ne m'entend pas? ça y est, On m'entend? on t'entend. Alors, le thème de cette chronique aujourd'hui, le pitch, honnête ou malhonnête? Alors, non, Audrey, ce n'est pas une recette toute prête sur le pitch, mais plutôt une alerte sur les bonnes pratiques ou mauvaises pratiques dont j'ai été le témoin en préparant mes clients à cet exercice exigeant. Alors, le pitch, c'est quoi? C'est présenter un projet, une idée ou vous-même de manière concise et persuasive. Le temps est très court, hein, ça va de 1 minute à 4 minutes selon les circonstances. L'objectif, c'est susciter l'intérêt de votre auditoire, donner envie d'en savoir plus ou même investir, n'est-ce pas, Eric, dans votre projet. Alors, c'est une bande-annonce et ça peut changer votre vie. Alors, qui dit pitch aujourd'hui dit storytelling, raconter une histoire. Je me méfie d'ailleurs de ce terme pitch. Rien que ce mot, pour moi, ça sonne faux, mais ce n'est que mon avis. Et c'est là que je mettrai mon premier warning. On a beaucoup entendu d'histoires et le pitch démarre parfois par exemple, à la naissance de mon premier enfant, je me suis rendu compte du nombre incalculable de déchets liés aux couches jetables, etc., etc., pour nous proposer un nouveau concept durable pour les nouveau-nés. Alors, la plupart du temps, l'histoire, elle est cousue de fil blanc et ça discrédite absolument tout ce que vous allez dire derrière, même si votre projet est exceptionnel. Ne racontez pas d'histoire. Ça ne marche pas. Le public n'est pas dupe. Racontez une histoire, mais la vraie, ou du moins, soyez le plus honnête possible. Bien sûr, on peut quelque peu romancer pour la beauté du discours, mais avec subtilité et authenticité. Deuxième warning, vous parlez souvent trop de vous. La première idée, c'est de capter l'intérêt du public et pour cela, impliquez-les. Ne misez pas tout sur vous, mais sur eux. Et l'être humain, n'oubliez pas, a besoin qu'on s'intéresse à lui. Exemple, Audrey, Eric, Pierre, si on parlait chocolat, je vais vous inviter à vivre une expérience qui va vous faire voyager sur divers continents en goûtant aux différentes saveurs que nous offrent les fèves du Brésil, du Venezuela, de Madagascar aussi, etc., etc. Vous voyez, allez convoquer des images et des mots qui parlent à votre public. Et puis ensuite, on va parler un peu de soi, évidemment. Puis, lors de mes différents voyages à travers le monde, je suis partie à la recherche des crus les plus intenses. Et là, on comprend en fait que c'est votre curiosité et votre envie de découvrir qui a fait que vous vous êtes lancé dans le projet. OK? Troisième warning. Qu'est-ce que votre public y gagne? Si vous êtes face à des investisseurs, alors il va falloir annoncer des chiffres, des KPI, des points clés pour ancrer les bénéfices. Soyez clair et honnête dans ces propos. Il en va de votre fiabilité. N'oubliez pas, vous avez peu de temps et cette partie business ne doit pas passer à la trappe. Quatrième warning. Attention à ne pas parler trop vite. On a tendance à vouloir trop en dire en peu de temps et donc on va vite. C'est une erreur, on ne retiendra rien. Le pitch, c'est une bande-annonce. On doit avoir envie d'en savoir plus. C'est pas le film, c'est pas tout le film que vous devez nous montrer. Cinquième warning.
N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre et soyez le plus sincère possible. Si vous êtes jeune, sorti d'école d'ingé avec un brillant projet, vous avez assez d'atouts pour plaire. Ne jouez pas un rôle. Bien souvent, avec les maladresses de la jeunesse, on excuse certains écueils. Laissez votre passion et votre conviction transparaître. Bien sûr, travaillez votre posture. Ce n'est pas un étudiant que l'on veut voir, mais un futur chef d'entreprise. Un chef d'entreprise en devenir, qui a envie d'avancer et qui est prêt à affronter les aléas de l'entrepreneuriat avec audace et courage. À l'inverse, si vous vous positionnez comme l'entrepreneur de l'année, la future licorne, alors que vous n'avez pas encore obtenu le moindre chiffre d'affaires, vous risquez de passer pour un imposteur, ce qui ne donnera pas du tout envie d'investir sur vous. 6e et dernier warning, pas de par cœur. La plus grande erreur, c'est le piège absolu. Vous vous enfermez dans ce cas dans un exercice qui appris par cœur va s'entendre et on n'entendra plus que ça. Le par cœur, c'est le métier de l'acteur et ce n'est pas le vôtre. On peut apprendre par cœur sa première phrase et sa chute, mais pas le reste. Répétez, ayez votre trame en tête, mais soyez dans le moment présent. Vous savez ce que vous allez dire, pas au mot près, et tant mieux. Et pour avoir travaillé à maintes reprises avec des personnes très différentes, d'univers différents, certains déjà rompus à l'exercice, c'est l'honnêteté qui vous rendra séduisant et rendra votre projet attrayant. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, pitch, honnête ou malhonnête? Pardon. Merci, merci, merci Lindia. Et je suis tellement d'accord, notamment sur le dernier point, le pas appris par cœur. Vous avez qu'à voir d'ailleurs dans cette émission qu'on est, voilà, on est nature peinture, comme j'aime à le dire. Nous allons passer immédiatement à la chronique d'Audrey. Et vous pensez que j'aurais préparé son jingle, mais pas du tout. Mais le voici, le voilà, jingle d'Audrey. Eric, back to your dance move parce que voilà, j'ai vu que tu es prêt. Let's go! Get the fever. C'est dommage si vous écoutez uniquement, vous ratez quelque chose. Oui, je pense qu'on va lancer un petit truc, Pierre et Eric, pour une chorégraphie, du coup. Donc, c'est beau à voir. On vous encourage à regarder les replays en vidéo. Sans transition aucune, moi, je vais vous parler, du coup, d'investir sur soi. Parce qu'on a parlé investissement financier avec Eric Larchevêque. Et moi, pour cette chronique de reprise, j'aime bien parler de l'humain, de la carrière, qui est ce que j'essaie de conseiller, en tout cas, avec plein de conseils à chaque fois. Donc, concrètement, comment on fait pour investir sur soi? Première chose, on se forme avec des nouveaux diplômes, un MBA par exemple pour les juristes, les directeurs juridiques. L'idée, elle est toujours d'apprendre, de grandir. Et ça passe aussi par lire des livres, écouter des podcasts. Évidemment, je ne peux que vous conseiller le Legal Club Sandwich si vous connaissez cette émission que depuis cet épisode-là. Je vous encourage à regarder tous les autres. Donc, n'hésitez pas à tout écouter, vous apprendrez plein de choses. Deuxième conseil, faites-vous accompagner par des coachs. Donc là, évidemment, je ne peux que vous conseiller notamment deux très, très bons coachs que je connais et qui accompagnent très bien. Donc, il y a Pierre ici présent, que vous connaissez maintenant et que je vous encourage pardon, à contacter. Et pour tout ce qui est prise de parole en public, d'ailleurs, je donne via, du coup, j'essaie d'appliquer tes conseils à chaque fois. Du coup, elle vous donnera plein de conseils aux petits oignons. N'hésitez pas à la contacter. Ensuite, quand on parle d'investissement sur soi, on parle aussi de bien-être et de santé. Bah oui, il faut faire du sport, donc il est encore temps de vous inscrire à la salle, même si on est déjà en octobre. Il y en a aussi qui parlent de méditation, ça aide évidemment à se concentrer sur soi. Donc un esprit sain dans un corps sain pour toujours mieux vous épanouir et progresser. Ensuite, on parle souvent aussi de gestion du temps et des priorités. Ça, c'est un sujet que moi, je vois avec les candidats que je rencontre et mes clients. Un vrai sujet pour bien investir sur soi, c'est bien gérer son temps. Donc, évidemment, là, octobre est passé, la rentrée aussi. Voilà, donc c'est un long et profond tunnel, mais toujours se recentrer sur ces bonnes résolutions de la rentrée. Ensuite, 5, c'est l'expérience professionnelle. Toujours apprendre dans son quotidien. En effet, moi, je vois plein de personnes en entretien qui me disent qu'ils veulent à tout prix changer de poste. Mais ce que je conseille toujours, c'est de prendre du recul sur son poste actuel. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'apprends encore? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Et qu'est-ce que mon poste actuel peut m'apprendre encore à l'avenir? Et ça, c'est à vous de faire les demandes en interne. Allez voir votre manager pour vous demander de vous mettre sur tel ou tel projet. Allez voir les opérationnels, soyez curieux.
Donc, proposer la mise en place de process, par exemple, si vous êtes fan de legal design ou de legal operations, c'est le moment. Et justement, on parlait de Laurent Tardy et je voulais le citer parce que quand il était notre invité lors d'une précédente émission, c'est le directeur juridique de PayFit, il nous avait expliqué que lors de son arrivée, lors d'une précédente expérience, on l'a mis sur un projet très compliqué, très galère, dont personne ne voulait. Et ce projet-là, il s'est très bien passé. Et ça a été la clé ensuite pour lui pour décrocher d'autres sujets encore plus intéressants, plus impactants, parce qu'on lui a fait confiance. Donc, vraiment, conseil là-dessus, c'est soyez curieux, proactif, allez vers les autres, soyez positif, et ayez le sens du service en interne. Ça peut déboucher sur plein de choses extrêmement intéressantes par la suite. Bref, investissez-vous déjà en interne en sortant aussi du cadre et de votre fiche de poste. Sixième conseil que j'aimerais vous donner quand on investit sur soi, on investit aussi sur le réseautage. Et ça, on en parle souvent dans le Legal Club Sandwich. Il y a plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous avez un profil LinkedIn? S'il vous plaît, si vous n'en avez pas un, créez-le. Est-ce qu'il est à jour? Voilà, quand on est sur LinkedIn, c'est pas seulement parce qu'on est à l'écoute du marché, même si c'est très bien d'être à l'écoute du marché, c'est très sain. Ça permet en fait de faire vivre son profil, de s'informer, d'être en contact avec des anciens collaborateurs, des personnes qu'on a croisées lors de deals, qu'on pourra ensuite recontacter très facilement si on a besoin d'un avis, une recommandation. C'est aussi le moment de les féliciter quand ils changent de fonction. Voilà, donc LinkedIn, ça sert à ça aussi. Autre question que vous devez vous poser, est-ce que vous faites partie d'un réseau professionnel? Là, je m'adresse plutôt aux juristes. Si vous êtes justement membre d'une équipe, rejoignez l'AFJE. Si vous êtes directeur juridique, rejoignez le Cercle Montesquieu, par exemple. Et si vous êtes des juristes ou des J dans la tech, j'espère que vous avez bien saisi que vous devez absolument rejoindre le Fleet Network. Encore une fois, faire partie d'un réseau est source d'inspiration, d'échange, de progression et vous aide à mieux vous épanouir dans votre métier et à grandir. Et puis, ce ne sera pas quand vous voudrez vraiment partir de votre poste, il faudra avoir cette démarche, que ce soit pour LinkedIn ou les réseaux. Il est révolu le temps où le vivons heureux, vivons cachés fonctionnait pour les juristes qui veulent changer d'entreprise. Il faut être visible sans pour autant être de toutes les sorties, je vous rassure. Alors, profil LinkedIn à jour et participer à quelques événements d'un réseau, c'est déjà pas mal. Question importante aussi, est-ce que votre CV, il est à jour en français, en anglais? Il faut toujours être au taquet, prêt, parce que c'est pas quand un chasseur comme moi vous demandera absolument votre CV qu'il faudra vite s'activer. Voilà, il faut investir du temps là-dessus. Et enfin, c'est quatrième conseil, bien se connaître. Qu'est-ce que j'aime faire? Comment est-ce que j'aime le faire? Vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'ikigai lors d'une précédente émission. C'est à vous de vous poser les bonnes questions pour bien vous connaître. Donc pour conclure, profil LinkedIn, CV, réseau, de belles rencontres professionnelles, des échanges avec vos pairs, de la curiosité, de l'opportunisme en interne ou en externe, c'est ça, investir sur soi, pour mieux vivre sa carrière aujourd'hui et mieux préparer celle de demain. Et comme dit Warren Buffett, parce que j'aime bien finir par une citation, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Bon, on sait bien qu'il n'a pas seulement investi sur lui, mais aussi quelques milliards de dollars. Mais bon, entre ses conseils, les conseils d'Éric Larchevêque et les miens à ma petite échelle du coup, vous avez toutes les clés pour être épanoui en pro, en perso et avec de bons investissements. Merci Audrey, merci. Alors, pour ceux qui suivent les Quelque chose depuis la première émission, je tiens juste à souligner ici que les chroniques de mes acolytes ont duré chacune plus de 5 minutes, totalisant pratiquement 10 ou 13 minutes au total, et que donc j'ai un free pass, comme on dit, pour mes futures chroniques. Voilà. Mais quand même, l'hôpital qui est sous la charité, je tenais à le mentionner ici et je suis ravi de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors moi, j'avais une dernière question pour Eric et puis voir après si vous en avez aussi. Moi, j'aime bien poser, je ne finis pas avec des citations, mais j'aime bien toujours dire one last thing, tu sais, un peu à la Steve Jobs. Donc, Eric, un dernier conseil pour nos auditeurs? Alors oui, là, on va plus essayer de rester autour du juridique. C'est à la fois une anecdote et un constat suivi d'un conseil. Donc ça, c'était le concert Ledger, donc entreprise qui s'est vraiment pas mal développée. Et lorsqu'on a fait croître les équipes, à un moment, on a commencé à s'équiper beaucoup en juridique, notamment sous la pression de Pierre, parce qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et à un moment, je me suis rendu compte que dans la boîte, il y avait plus de juristes que d'ingénieurs hardware. Donc, ce qui est pour une boîte de hardware était assez incroyable. Et quand je me suis fait cette réflexion, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Et donc, ça, c'était l'anecdote. Le constat, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs
ou de CEO, de dirigeants qui n'ont pas la culture du juridique, qui savent pas ce que c'est, qui savent pas que c'est pas qu'ils pensent pas que c'est important, mais qui se rendent pas compte finalement en fait de tous les enjeux, de toute la complexité, de la nécessité de regarder beaucoup de choses et que quand on commence à tirer la ficelle, surtout quand une entreprise commence à croître et dans le monde entier, qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, on se retrouve avec beaucoup de points à traiter. Et donc ça, c'est le constat que bah, on n'est pas forcément, on ne sait pas trop ce genre de choses. Et donc le conseil, là, c'est plus le conseil aux nos amis les juristes, c'est n'en voulez pas trop à vos CEO, aux personnes avec qui vous travaillez, ou partenaires. C'est parce que en fait, ils n'ont pas cette culture, ils savent pas qu'il y a toutes ces problématiques et on n'y pense pas forcément. Et donc, bah, si vous êtes traité parfois comme la dernière roue du carrosse, bah, la cinquième roue du carrosse, bon, bah, voilà, c'est normal. Je pense que c'est un problème culturel et bah, rien contre vous. Ce n'est pas contre vous, amis juristes. Voilà, Et nous c'était ne le mon conseil. prenons pas personnellement, mais nous ne doutons pas que bientôt aussi les entrepreneurs français mettront, comme les Américains, le directeur juridique au CODIR et reporting chez eux directement. Si vous suivez Legal Club Sandwich depuis 49 épisodes, c'est ma marotte. Donc, je le répète à chaque fois. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec Eric. La situation dans laquelle on est en France est bien trop souvent liée à comment on a fait percevoir le juridique et on n'a pas réussi à montrer qu'on était un trusted advisor, quelqu'un qui était un business enabler. Et voilà, vous n'êtes pas des empêcheurs de tourner en rond, vous êtes important pour construire le business et donc réussir à développer ce partnership avec votre CEO pour lui montrer justement ce que vous pouvez apporter, c'est la clé du succès. C'est qu'on vous voit comme quelqu'un qui va, voire même être un profit center dans certains cas. Et là, alors là, c'est C'est le magique. Graal. C'est le Graal quand on arrive, voilà. Et je tiens juste à préciser, certes, on était plus nombreux que les hardware engineers, mais c'est parce que je recrute très vite. Voilà, je recrute très très vite, donc parce que forcément, comme Eric, j'aime bien déléguer et il fallait une équipe, je n'allais pas rester tout seul, c'était pas possible. Bon, est-ce que vous avez encore des questions, mes chers acolytes? India? Oui, moi j'ai une question pour Eric. Évidemment, je profite de ta présence, Eric, et de ton expérience. Ma question est le pitch honnête ou malhonnête? Ah bah honnête, il n'y a rien de pire qu'un pitch malhonnête. Et très attention quand on pitch, notamment quand on donne des chiffres, il faut garder à l'esprit qu'un process de levée de fonds, c'est long, c'est 3 mois, 6 mois, parfois 9 mois. Et donc tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous. Donc ça sert à rien de faire des promesses, il faut mieux garder au contraire des cartes dans sa manche et de préparer un flot de bonnes nouvelles à venir. Donc si par exemple vous allez signer un gros contrat, n'en parlez pas. Par contre, le jour où c'est signé, vous le dites. Parce que si vous dites on va peut-être signer machin, bah moi j'entends on a signé machin. Et quand Ouais, 3 mois après je dis machin, ah bah on l'a pas signé, ah bah zut. Alors que si jamais entendu parler de machin et que là on a signé machin, bah voyez. Donc Ok. il faut au contraire être très honnête et bien comprendre que on va encore se parler de nombreux mois. Donc dans les projections, les machins, il va se passer. Soyez quand même, faites très attention à ça parce que sinon ça va se voir. Donc tu valides mes warnings, Eric? Exactement. Ok, super. Merci beaucoup. moi, j'ai une petite question aussi pour toi, Eric. Au-delà de tout ce qui est rentabilité, chiffres, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer euh, euh, dans ton métier, enfin dans ton métier, dans ton quotidien d'être investisseur? Bah, c'est vraiment l'expérience, l'aventure entrepreneuriale. C'est ça ce que je recherche, hein. Je le fais par procuration avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs et j'aime bien varier. J'aime bien découvrir en fait de nouveaux secteurs parce qu'il y a de nouveaux challenges et c'est toujours super intéressant d'apprendre et de découvrir. Et donc c'est vraiment cette fibre entrepreneuriale, c'est ça ce que je vais chercher en fait dans l'investissement. C'est pas du tout enfin de la rentabilité, même si évidemment c'est quand même l'objectif. Mais si je le fais, enfin si je voulais faire que de la rentabilité, honnêtement, je ferais que de la crypto, je mettrais tout dans le Bitcoin, on n'en parlerait plus. Là, je vais plutôt chercher de l'expérience et de l'aventure entrepreneuriale. Et c'est ça vraiment ce qui me fait vibrer. Merci, Eric. Écoute, Eric, vraiment, mais merci, merci, merci 100 000 fois d'avoir accepté de participer à l'émission. On sait que tu es très occupé et tu as réussi à trouver entre deux tournages, C'est euh, vrai. voilà, entre deux soirées, entre deux. Et oui, oui, Il deux faut suivre le cocktails. compte, Oui. le cocktail. Il faut suivre le compte Instagram de Eric parce qu'il y a quand même des trucs mais hallucinants. Il a des outils pour le domaine, l'archevêque, comment dire, des machines
C'est très, très, Si vous très. aimez les tracteurs, les Ah, tronçonneuses, les trucs, suivez-moi sur Instagram. ah ouais, non, mais vraiment, vraiment, je vous assure, je pense qu'à chaque fois, je commente parce que ça m'hallucine. Je vois Eric sur son énorme tracteur et tout. C'est très, très, très impressionnant. On va recevoir quelqu'un, eh bien, justement, qui a travaillé chez Ledger, que j'avais fait venir chez Ledger et qui, après, est partie pour devenir la directrice juridique de Conto. C'est Alexia Delahousse qui nous rejoint dans 15 jours à l'horaire habituel, c'est-à-dire le mardi à 12 heures. On a bougé, que vous sachiez, parce qu'Eric était en tournage mardi de cette semaine. C'est pour ça qu'on était là aujourd'hui de jeudi. Vous savez tout. Et donc, voilà, on aura Alexa qui nous, voilà, qui sera avec nous dans 15 jours. Est-ce que j'ai oublié quelque chose cette semaine? Non, c'est bon. Juste à vous remercier tous les trois d'avoir été présents. Je meuble encore parce qu'encore une fois, j'ai pas, je fais ingénieur du son ici. Je fais tout. Voilà, c'est pas grave. C'est parti. Et je vous dis à Merci tous. beaucoup, Eric, en tout Ah, cas. qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Non, on t'entend Merci pas. beaucoup. Et merci à tous. Merci, Eric. Merci, merci 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 à à beaucoup. tous. tous. À dans 15 jours. Jingle. Salut. See the man who